OK. Thank you. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde à notre premier webinaire de promouvoir l'efficacité énergétique à travers l'aménagement du sol. Et maintenant, j'aimerais introduire Daniel Savard avec DecoDesign. OK. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais vraiment viser avec vous, avec ceux qui vont suivre cette formation, vraiment de vous aider, de faire en sorte que vous, en tant que dirigeant et en tant que décideur, vous deveniez les héros des événements que vous avez à faire face. Je vise à vous aider à adopter des mesures de mise en œuvre en efficacité énergétique, incluant des principes et des concepts en durabilité qui vont vous permettre d'aménager des projets qui respectent l'environnement, de répondre à pratiquement toutes les problématiques sociales dont vos collectivités ont à faire face et d'obtenir des revenus adéquats qui vous permettront d'offrir des aménagements durables ayant de grandes capacités en efficience énergétique et des services adéquats à ceux qui vivent dans ces aménagements. Clic. OK. Durant la formation, on va mettre beaucoup d'emphase sur une approche qui est en durabilité qui s'appelle le design de collectivité durable ou l'approche des codes. Et à travers de cette approche, on croit que vous pourrez répondre à pratiquement toutes les inquiétudes de la population avec l'aménagement, incluant l'efficience en énergie, d'intégrer avec ça des projets qui vous permettront de répondre au changement climatique, d'offrir du logement abordable et d'aller chercher des revenus beaucoup plus élevés et d'augmenter vos revenus avec le développement aussi. On parle de 4 sessions d'information qui vont vous donner de l'information. Ce sont à peu près d'environ une heure d'information, chacune des sessions. Les 4 premières sessions d'information vont traiter, entre autres, la première aujourd'hui, bâtir des aménagements durables en y intégrant des pratiques efficientes en énergie au projet. La deuxième session qui aura lieu au mois d'octobre sera de créer des collectivités durables et du logement abordable. La troisième session sera d'intégrer l'infrastructure grise et verte à même les aménagements. Et la quatrième session, ce sera pour vous donner de l'information sur comment intégrer aussi la protection de l'environnement et l'inclusion de meilleurs rendements des capitaux investis. Tout ça ensemble en vue de vous permettre d'avoir une intégration avec un projet. Et l'atelier qui aura lieu au mois de février vous permettra de prendre toute l'information que vous aurez reçue et de pouvoir l'appliquer dans un projet pratique qui va vous aider justement à mettre ça en application dans votre collectivité ou dans votre municipalité. Clic. OK. Première question que vous allez vous poser, t'es qui, toi? OK. Mon nom est Daniel Savard. Moi, je suis président de ma compagnie qui s'appelle DecoDesign. Puis merci encore, Eddie, de m'avoir présenté. Je suis urbaniste professionnel certifié avec l'Institut canadien des urbanistes. J'ai une maîtrise en urbanisme de McGill et aussi une maîtrise en administration des affaires de UNB. J'ai plus de 35 ans d'expérience en aménagement du territoire avec spécialisation en durabilité dans les secteurs privés, publics, sans but lucratif. J'ai reçu aussi le Visionary Award du Gulf of Maine Council pour le projet du village en haut du ruisseau qui met en application justement l'approche dont on va parler aujourd'hui. Et on va revenir là-dessus durant la formation. Et je suis présentement un associé avec le groupe Quest. OK. Ceci étant dit, aujourd'hui, clic. Aujourd'hui, on va parler vraiment du cadre. On ne parle pas encore des éléments, mais on va parler du cadre, de l'approche elle-même. Quelle approche qui fait du sens à utiliser justement pour amener la durabilité dans nos communautés. On va mettre vraiment l'emphase là-dessus et éventuellement, avec les autres sessions, vous allez voir que l'information va rentrer une après l'autre, puis on va commencer à voir le casse-tête, on va commencer à voir les morceaux du puzzle qui vont nous permettre justement d'avoir l'ensemble du casse-tête qu'on appelle la durabilité. Clic. La première question qu'on va se poser en commençant, ça va être, c'est quoi ça, l'efficacité énergétique?
La définition la plus simple que j'ai trouvée ça nous vient des États-Unis, c'est Environmental and Energy Studies Institute. Eux autres, on définit efficacité énergétique comme simplement dire d'utiliser moins d'énergie pour performer la même tâche, ce qui revient à dire éliminer le gaspillage en énergie. Clic. On parle de quoi? On réfère, entre autres, au design de la collectivité, on parle d'édifices, on parle de génération et distribution en énergie, de véhicules de transport, de comportement et de mode de vie. En fin de compte, ces modes de vie-là, si on prend ce qui arrive, ça prend place ou ça s'intègre dans un environnement qui s'appelle notre collectivité ou notre municipalité. Et le design de cette collectivité ou de cette municipalité va avoir une incidence énorme sur l'efficacité énergétique qu'on va avoir dans notre communauté. Clic. Je vais laisser maintenant, je vais faire comme ils disent en anglais, I'm going to make a segue to Eddie. Eddie, tu pourrais-tu continuer avec cette portion de la présentation, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup, Daniel. Alors, en tenir à une optique énergétique et d'un point de vue communautaire, parlons des principes soutenants d'une collectivité éco-énergétique intelligente. Souvent, les collectivités commencent par dresser un inventaire des émissions de gaz à effet de serre et d'élaborer un plan énergétique communautaire qui intègre bon nombre de ces principes. Les plans énergétiques communautaires visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réduire les coûts énergétiques et à conserver les dollars énergétiques dans leur communauté. Pour une communauté d'environ 20 000 personnes, par exemple, dépensant 65 millions de dollars en énergie par an, chaque réduction de 1% de la consommation d'énergie peut conserver à peu près 0,5 millions de dollars dans l'économie locale. Mais tiens en compte que les plans énergétiques communautaires, même à Nouveau-Brunswick, envisagent des réductions de plus de 10% sur 10 ans dans leur communauté. Alors, Quest a développé les principes techniques suivants afin de guider la mise en œuvre efficace des plans énergétiques communautaires. D'abord, comme Daniel a expliqué, c'est d'améliorer l'efficacité, réduire l'apport d'énergie requis pour un niveau de service donné. Après cela, c'est regarder d'éviter d'utiliser de l'énergie de haute qualité dans les applications de faible qualité. C'est aussi de gérer la chaleur, capturer toute l'énergie thermique possible à utiliser dans une collectivité plutôt que l'épuiser. Réduire les déchets, surtout utiliser toutes les ressources disponibles, telles que le gaz d'enfouissement dans les déchets municipaux, agricoles, industriels et forestiers. Et utiliser les ressources énergétiques renouvelables, exploiter les opportunités locales pour les systèmes géothermiques, hydroélectriques, la biomasse, le biogaz, le solaire et l'éolien. Enfin, aussi les principes stratégiques. Et celui qui importe le plus pour aujourd'hui, c'est de faire correspondre les besoins d'utilisation des terres avec les options d'énergie et de mobilité. Faire correspondre les options énergétiques au contexte local, soit le climat local, dans le choix de l'utilisation des terres, la structure et la disponibilité des sources locales d'énergie renouvelable. Quand il est question d'énergie, les collectivités ont de plus en plus d'options à leur disposition qu'elles peuvent structurer à l'aide d'un arbre ou une pyramide de décision. Lorsque vous réfléchissez à la vision de votre collectivité, vous pourrez garder en tête cette pyramide. Elle illustre le principe suivant. Il faut commencer par étudier les possibilités de réduire la demande, l'économie d'énergie et d'accroître l'efficacité énergétique. Si l'on prend l'exemple d'un bâtiment, il faut d'abord privilégier les mesures qui permettent une économie d'énergie. Dans le cas des déchets, on peut s'attaquer au volume qui aboutit dans les sites d'enfouissement. Côté de transport, on peut penser au nombre et à la longueur des trajets. N'oublions pas que l'utilisation des terres influence ces trois domaines car la densité et la mixité fonctionnelle peuvent créer des conditions propices à l'économie d'énergie. Et après, une fois qu'une collectivité a étudié toutes les avenues pour accroître son efficacité énergétique, la suite logique ou la prochaine step, c'est de regarder ou envisager d'autres options comme l'intégration d'énergie renouvelable et le remplacement de combustibles. Parlons maintenant un peu plus de l'utilisation des terres et de son lien avec l'énergie. Bon nombre de projets d'efficacité énergétique sont menés avec la rapidité en tête, comme l'installation d'ampoules électriques.
LED light bulbs, l'installation de variateurs de vitesse sur les moteurs ou la remise au point de systèmes mécaniques des bâtiments. On oublie pourtant que la planification de l'utilisation des terres est l'un de nos meilleurs leviers dans la transition énergétique. La plupart des décisions liées à l'énergie découlent des politiques ou des décisions locales en matière d'utilisation des terres. Ces derniers influencent les décisions qui concernent les terrains ou des bâtiments en particulier, ce qui répercute chaque année sur le type d'équipement consommateur d'énergie qu'on utilise. Ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que les décisions en matière d'utilisation des terres peuvent influencer la consommation énergétique et donc les émissions de gaz à effet de serre pendant des années, voire des décennies. Pour illustrer cette réalité, pensez à votre quartier de banlieue préféré. Il s'agit probablement d'un quartier à faible densité et à vocation presque exclusivement résidentielle. Les gens qui y demeurent comptent sur leur voiture pour les longues allers-retours quotidiens. Comparons maintenant le coin de banlieue à un quartier situé en zone urbaine. La densité de la population y est plus élevée, mais on y retrouve également un panoplie d'usages. C'est un milieu qui se prête mieux au transport actif ou en commun. Les collectivités à usage mixte constituent un milieu attrayant pour l'énergie de quartier aussi, parce que la demande en énergie est concentrée et la cohabitation d'immeubles résidentiels et commerciaux permettent une meilleure répartition de la demande en chauffage tout au long de la journée. Les municipalités peuvent mettre en place des règlements des incitatifs pour encourager la densité et la mixité fonctionnelle et pour appliquer le nouveau code de bâtiment canadien qui se trouve au milieu urbain ou rural. Finalement, j'aimerais dire que la planification fournit un cadre pour s'assurer que les communautés sont construites conformément à l'utilisation des terres et aux règlements de construction spécifiques, tout en protégeant leurs environnements. Les décisions de planification prises aujourd'hui affectent les avantages à long terme et les impacts, par exemple les émissions de gaz à effet de serre et les coûts énergétiques de nos systèmes énergétiques. Pour atteindre le net zéro d'ici 2050, une transition est en cours. Au lieu des systèmes énergétiques centralisés, nous nous dirigeons vers des ressources énergétiques distribuées et des réseaux intelligents. Cependant, les technologies, par exemple des appareils efficaces, l'énergie éolienne ou solaire, le stockage d'énergie et les véhicules électriques sont souvent mises en œuvre au niveau local dans nos communautés où les décisions de planification et de construction sont prises. OK. C'est à vous. Merci, Eddie. C'est bien aimable. Je vais poursuivre avec la présentation elle-même. OK. Share. OK. Est-ce que vous voyez ça? Hello? Oui, et un petit carré. Oui, c'est beau, merci. C'est beau. Tout est beau? OK. OK, on parle d'aménagement durable. On se pose souvent la question, c'est quoi de l'aménagement durable? La définition qui m'est venue, que j'ai trouvée qui était la plus informatrice pour vraiment nous donner quel est l'aménagement durable, c'est certain qu'on peut aller avec des définitions qui sont beaucoup plus élaborées, mais celle d'un délégué africain à Johannesburg lors de la conférence Rio +10 a vraiment nous donne une idée d'où est-ce qu'on s'en va avec l'aménagement durable. Lui parlait d'aménagement, ça veut dire assez pour tous, pour toujours. Si on garde ça en mémoire et qu'on se dit, OK, on a des aménagements durables, on voudrait justement amener des aménagements durables dans notre communauté, on va créer avec des aménagements durables des collectivités durables. Et là, on va se poser une question, ben, ça veut dire quoi, ça, exactement? Pour illustrer ça, on va s'imaginer que demain matin, on décide de devenir ou d'être élu comme conseiller municipal ou comme maire. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller justement aller voir le monde de notre communauté, puis on va leur demander quel genre de communauté vous aimeriez avoir? Quels seraient les services? Quels seraient justement les aménagements que vous aimeriez avoir? On va résumer ça un peu comme c'était inscrit ici. S'il vous plaît, donnez-moi tous les services que je veux, de l'air pur, de l'eau propre et un environnement naturel non perturbé, et donnez-moi encore plus d'installations et de services communautaires. En passant, j'aimerais vivre dans un environnement genre
Anne of Green Gables ou Anne au pignon vert. L'agriculture urbaine, j'en ai entendu parler, j'aimerais ça que ça fasse partie justement de l'endroit où est-ce que je vis. L'efficacité énergétique, oui, ça devrait faire partie des aménagements qu'on a dans notre communauté. Ça, c'est mon véhicule, mon chum ne touche pas. En passant, j'ai entendu parler aussi de tous les principes en durabilité qu'on devrait mettre en application pour réduire les gaz à effet de serre et avoir justement un impact sur les changements climatiques qui soit visible. Je ne veux pas voir mes voisins faire leur barbecue. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes voisins, mais j'aimerais peut-être avoir un endroit où est-ce qu'on pourrait se rencontrer. Et l'obésité, c'est un gros problème, excusez-moi de le dire comme ça. Ben, on devrait peut-être avoir des pistes cyclables ou des endroits où est-ce qu'on pourrait marcher. On devrait aussi avoir des endroits pour emmener le chien. J'ai visité la municipalité de St. Andrews au Nouveau-Brunswick. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'aimerais ça que le centre de notre communauté ressemble un peu à ça. Nos jeunes commencent à prendre de l'embonpoint. Ce serait peut-être une bonne idée qu'ils commencent à marcher et de prendre leur bicyclette pour aller à l'école. Pourquoi pas avoir du transport en commun? J'aimerais avoir une forêt vierge. J'aimerais que le métro vienne jusque chez nous. J'aimerais avoir des ambulances qui viennent à la porte quand on les appelle. Les policiers qui arrivent à notre porte, si on les appelle, j'aimerais que la neige soit enlevée avant qu'elle tombe. Et j'aimerais aussi que mes enfants soient pris à la maison, à la porte de la maison, par l'autobus scolaire. Et si jamais j'ai un problème avec les incendies, que le service d'incendie soit là lorsque je l'appelle. Ça, c'est ma maison. Je veux que tout coûte moins cher et j'aimerais bien entendu payer moins de taxes. Ça, c'est vous à côté. Et là, vous dites, est-ce que c'est réaliste? Okay? On va aller un petit peu plus loin. Est-ce que ce serait possible d'augmenter les revenus, de protéger l'environnement, de répondre à la plupart des problématiques sociales et d'atteindre une efficience en énergie? Et en détail, on pourrait peut-être se demander une question. Pour un promoteur ou un développeur, est-ce que ce serait possible d'augmenter jusqu'à 4 fois plus ses revenus de vente? Est-ce que ce serait possible aussi pour la municipalité ou la communauté de donner tous les services disponibles et aussi d'aller chercher 10 fois plus de revenus de taxation à travers ça sans augmenter les taux de taxation? Est-ce que ce serait possible aussi de pouvoir avoir au moins 50% de n'importe quelle propriété de plus que 5 acres qui serait protégée et qui pourrait en même temps, avec l'aménageur, répondre à pratiquement toutes les problématiques sociales et aussi d'avoir l'efficience énergétique qui nous permettrait justement d'avoir des activités mixtes et des secteurs propices à la marche et à la bicyclette. Et tout ça tout en même temps, en intégrant tout ça tout en même temps dans les projets de développement ou d'aménagement qu'on aurait sur notre municipalité. La réponse simple est oui. Mais là, il faut se poser une question. Il faut peut-être comprendre un peu le contexte dans lequel on vit avec notre municipalité ou notre collectivité. La plupart des collectivités veulent, bien entendu, rencontrer l'approche fondée sur les résultats triples. Puis ça veut dire d'avoir une viabilité municipale au niveau des finances, d'être capable de créer du logement abordable et de répondre pratiquement à toutes les problématiques sociales qu'une communauté pourrait avoir à faire face et de répondre aussi au changement climatique et de protéger l'environnement naturel, tout en incluant, bien entendu, l'efficacité énergétique. Mais là, présentement, on fait face, dans la plupart des petites communautés ici au Nouveau-Brunswick et dans les provinces maritimes, à la dépopulation. On a très peu de bénéfices en efficience énergétique dont on peut bénéficier dans nos communautés et les investissements dans nos petites communautés sont assez bas. Mais tout ce qu'on fait présentement, c'est que, comme on dit en anglais, keep calm, it's business as usual. On ne change rien au niveau d'opérer, mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a aucun bénéfice en efficience énergétique. Les coûts d'opération des communautés ne sont pas liés aux revenus de taxation.
on gère de la dépopulation et les très bas investissements, et le zonage nous dicte les aménagements et les politiques. Et lorsqu'on agit comme ça, on peut se poser la question, quels vont être les résultats de tout ça? Il ne faut pas se surprendre lorsqu'il n'y a rien qui change. Okay? Là, on doit se poser une question, pourquoi? Pourquoi c'est intéressant de regarder au niveau encore du contexte local, municipal ou de la collectivité et l'instrument principal d'aménagement qui est utilisé, qui est le zonage. Et dans le zonage, qu'est-ce qu'on a? On a bien entendu les objectifs de la communauté. Et pour mettre en place ces objectifs-là, on utilise le zonage, c'est-à-dire qu'on prend tout ce qui s'appelle finance sociale, environnement, on met tout ça dans un entonnoir qui passe à travers le filtre qui s'appelle l'arrêté de zonage ou le règlement de zonage ou les dispositions de zonage, et on arrive au minimum à respecter pour ne pas détruire trop l'environnement. Et c'est fait à l'échelle locale. Le problème avec tout ça, c'est que le minimum à respecter, ça ne veut pas dire le maximum à atteindre avec la durabilité. OK. On se pose la question, est-ce qu'on peut faire mieux? On peut utiliser une approche en durabilité. Et là, bien entendu, on veut atteindre les mêmes buts, que ce soit les résultats TRIP visant les finances sociales, l'environnement. On fait face aux mêmes problématiques au niveau de la dépopulation, bas bénéfices avec l'efficience énergétique et très peu d'investissement. Mais là, on va changer. On va changer en améliorant les mesures en efficience énergétique, en changeant les politiques en densité d'occupation du sol, en se positionnant à l'échelle mondiale et en utilisant une approche en durabilité. Et le résultat de tout ça, ça va faire qu'on va commencer à bénéficier des mesures en efficience énergétique et lier les revenus en taxation avec les politiques d'occupation du sol, attirer les immigrants et les investissements et la durabilité qui va gouverner les aménagements. OK. Si on fait un sommaire de tout ce qu'on vient juste de voir, OK, en prenant une approche en durabilité, et nous autres, on vous dit, bon, ben, l'approche des design de collectivité durable, on regarde présentement à ce qu'on peut voir au niveau des problématiques financières dont on a à faire face dans notre collectivité ou dans notre municipalité. Bien entendu, on fait face à des populations, on a de bas investissements et l'efficience énergétique, ce n'est pas toujours là. Okay? Mais là, il faut prendre aussi en considération ce qu'on a au niveau environnemental, les problématiques environnementales et les problématiques sociales. Et on doit se poser une question, est-ce qu'on peut intégrer tout ça ensemble lorsqu'on fait de l'aménagement au niveau de notre communauté? Est-ce que ça serait possible de pouvoir tout prendre ça ensemble et de justement avoir des projets qu'on appellerait communautaires qui nous permettraient justement de bâtir de façon plus durable? Et bien entendu, on va vous dire, nous, l'approche que nous autres on prime, c'est l'approche d'école, mais vous pouvez prendre aussi une autre approche en durabilité, celle qui a donné des résultats positifs, qu'on va vous démontrer, c'est l'approche d'école. On va revenir là-dessus dans un moment. OK. Quelle approche présentement faites-vous la promotion dans votre communauté? Si c'est une approche conventionnelle, on va l'illustrer un peu comme ici, là. Imaginez-vous que vous avez votre promoteur ou votre développeur ou votre bâtisseur qui vient voir la municipalité et qui dit, bon, ben OK, pourrais-tu nous dire combien de maisons j'ai le droit de bâtir sur mon terrain? Et votre agent d'aménagement va dire, bon, ben voici les contraintes écologiques qui s'appliquent sur ton terrain. On appelle contraintes écologiques, ça peut être les zones inondables, les terres humides, en fin de compte, les endroits où est-ce que ça n'a fait aucun sens où construire. Et on va construire à l'extérieur de ces contraintes écologiques-là. On va commencer en premier en suivant un processus où est-ce qu'on va aller de la ligne de l'eau au tracé de la rue, à l'emplacement des maisons. Et si jamais il reste de l'espace ouvert ou de l'espace vert, on va appeler ça des parcs ou justement la zone verte. Avec le design durable,
c'est un peu différent. L'approche est différente dans le sens que, bien entendu, on a encore notre application qui est faite par notre développeur ou notre promoteur qui vient voir la municipalité. Les contraintes écologiques demeurent les mêmes, mais là, on va marcher le site et on va regarder où est-ce qu'on a les caractéristiques importantes qui devraient être protégées au niveau qu'on parle, au niveau biologique, historique ou culturel. Et ça va représenter notre zone de conservation. Et là, maintenant, on va bâtir autour de cette zone-là. On commence par l'espace vert. L'emplacement des maisons sera aussi localisé de telle façon à prendre le maximum d'efficience en énergie qui pourrait aider justement à atteindre des bénéfices plus importants. On devrait aussi avoir le tracé des lots et des rues qui va se faire de façon assez simple, tout simplement qu'on va relier les maisons ensemble avec un genre de tracé qui va nous aider à avoir une idée de comment ça fonctionne. Et la ligne des lots sera la dernière étape. Si vous regardez au niveau de la séquence entre une approche conventionnelle et une approche d'école, on peut voir que c'est complètement à l'envers. Qu'est-ce qu'on prime? Et probablement ce qu'on va avoir comme résultat à la fin. Est-ce que ça va être des lignes de l'eau ou est-ce que ça va être de l'espace vert? OK? Avec l'approche en durabilité, bien entendu, on va viser la protection. On vise au moins 50% de la protection. On parle ici d'avoir l'avoir vert, d'avoir l'infrastructure verte, parce que cette infrastructure verte-là va nous donner la valeur ajoutée qui va nous permettre justement de bâtir de façon plus intelligente et d'aller chercher des revenus supplémentaires, non seulement au niveau environnemental, mais aussi au niveau des revenus. Et ça veut tout simplement dire, c'est qu'on a besoin d'avoir un plan. On a besoin d'avoir une façon d'opérer qui va nous permettre non seulement de parler de durabilité, mais d'aménager un projet communautaire avec efficience énergétique. Okay. Tout ça étant dit, si on revient avec notre municipalité qui déciderait d'avoir une approche en durabilité, on commence avec les mêmes objectifs avec la municipalité, mais là maintenant, on va commencer à penser à appliquer une approche en durabilité, design de collectivité durable, avec une mise en œuvre locale qui va nous donner un plan intégré. En fin de compte, on parle de quoi ici? On parle d'une approche qui est fondée sur les résultats PET-TRIP. On les met dans notre entonnoir qu'on a ici, au niveau des finances, au niveau du social, au niveau de l'environnement. On passe ça à travers le filtre qui s'appelle le plan intégré ou notre design de collectivité durable. On fait notre mise en œuvre à travers le développement local. Ici, on remarque une chose, c'est qu'on inclut les mesures efficience en énergie aussi, et on a une approche qui nous permet d'atteindre les objectifs en durabilité. OK. Pour trouver une approche qui apporte la durabilité, bien entendu, on parle de cette approche-là pour vous dire, OK, la première étape sera bien entendu d'avoir un processus qui inclurait les principes en croissance intelligente ou les principes d'organismes qui font la promotion de principes de croissance intelligente ou des principes de durabilité. Et ça va se définir comme suit. Ça peut être lié à la densité d'aménagement et les revenus de taxation. Ça peut être d'attirer les immigrants et les revenus appropriés. Et ça veut aussi probablement dire d'aménager les principes en durabilité à même l'aménagement et y inclure les mesures efficience en énergie. L'approche elle-même doit inclure les principes qui apportent la durabilité. On a plusieurs organismes qui nous donnent ces principes-là. Smart Growth, croissance intelligente, nouvel urbanisme, One Principle, l'agenda 21. En fin de compte, on prend les principes qui sont les plus pertinents pour notre collectivité, on intègre ces principes-là qui apportent la durabilité afin justement de réduire nos gaz à effet de serre et les changements climatiques et d'atteindre des bénéfices au niveau de l'efficience énergétique. OK. Comme je viens de le mentionner, le plan est extrêmement important. Le plan va nous aider justement d'avoir une étape
un processus qui va nous donner les étapes par étapes de la mise en œuvre. Il faut donner une formation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur la première étape, justement, de cette formation-là, qui va vous aider, justement, à mettre en application un plan qui va vous amener vers la durabilité et l'efficience en énergie. Tout ça étant dit, si vous voulez avoir un développement communautaire, on va dire d'école, vous allez avoir besoin d'avoir 3 éléments nécessaires qui devront être là en même temps. En premier, avoir un terrain, c'est facile à comprendre. Si on a un lot à développer, il faut avoir une entente entre la communauté de promoteurs, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'avoir la capacité justement de faire quelque chose comme ça et d'utiliser l'approche qui nous permettra d'atteindre les mesures efficientes en énergie, les réponses aux changements climatiques et problématiques sociales, communauté, logement abordable, peu importe les principes qu'on voudrait inclure. Avec l'aménagement, on va les inclure et d'avoir une équipe professionnelle à bord qui va nous permettre d'aller chercher des bons partenaires et de travailler avec eux pour avoir un projet qui se tient debout et qui, justement, va faire la promotion de la durabilité et finance. Le financement, bien entendu, est nécessaire. Et si on va avoir un projet concret, il va falloir absolument aller chercher du financement, que ce soit au niveau provincial, fédéral ou local, et que ce soit aussi du développeur qui est intéressé de travailler avec la communauté. OK. Là, vous allez me dire, ben, c'est bien beau de tout ça, là, ça c'est de la théorie, là, mon chum. Pourrais-tu nous donner un exemple d'un projet concret? Et je vais vous raconter une histoire vraie. C'est celle de l'histoire du développeur Charles Poirier, que vous voyez ici sur la photo, qui a développé son projet de propriété d'environ 25 acres à Dieppe. Son projet s'appelait Le Village en haut du ruisseau. OK? Charles est allé voir la municipalité de Dieppe, puis il a dit à la municipalité de Dieppe, OK, j'ai environ 25 acres que je voudrais développer, j'aimerais savoir combien d'unités j'ai le droit de bâtir là-dessus. La municipalité a dit, ben, tu as le droit de bâtir 5 maisons sur tes 25 acres. Il s'est viré de bord, puis il a dit, ben, êtes-vous fou, là? Moi, je ne peux pas faire de l'argent avec ça. J'aurais besoin d'un raisonnage. Il n'a peut-être pas dit, êtes-vous fou, mais ce que c'est que ça revenait à dire, c'est dire, bon, ben, OK, moi, je demande un raisonnage. La municipalité a dit, on n'est pas contre le raisonnage, sauf que ça va être selon nos conditions. La première condition, ça va être d'avoir la conservation des terrains qui devraient être préservés. La deuxième condition, c'est d'avoir du logement abordable sur 20 des maisons qui vont être bâties là et définies selon nos critères. Nous autres, dans le temps, ça voulait dire 100 000 $ l'unité. Et aussi d'avoir les principes de design de collectivité durable qui incluraient des mesures efficientes en énergie qui seraient incluses aussi en même temps dans le projet. Et c'est là où est-ce qu'on m'a demandé de coordonner ce projet-là. Charles, c'est pas un fou. Mon Charles m'a dit, écoute, dis-moi, là, je ne suis pas là pour perdre ma chemise. Là. Il dit, si ça ne fait pas de sens, il dit, je vais arrêter le processus. Je dis, OK, mais je dis, on va commencer, on va première des choses, on va commencer à marcher ton site. Et c'est là où est-ce qu'on a déterminé qu'il y avait 63 % de sa propriété de 25 acres qui pourrait être protégée. Et là, Charles a arrêté complètement le processus. Et là, je me suis posé la question, où est-ce qu'il s'en va? Il nous est revenu un peu plus tard, puis là, il nous a dit, écoute, j'ai un autre 5 acres qui est au sud de la propriété de 25 acres. Est-ce que je pourrais rajouter ce 5 acres-là et d'avoir une protection beaucoup plus élevée? Parce que là, il a commencé à comprendre une chose, c'est que les gens n'achètent pas une maison, les gens achètent un environnement. Et la valeur ajoutée provient justement de l'avoir vert. C'est là où est-ce qu'il s'est dit, ben, je vais aller chercher une valeur ajoutée qui va être encore plus élevée. Et c'est là où est-ce qu'on est arrivé à une protection de 76 %. Ça s'est traduit pour lui par des ventes minimum de 40 millions par rapport à 2,5 millions, 2,5 millions si ça avait été un projet conventionnel. Et la municipalité est allée chercher aussi ses bénéfices
au lieu d'avoir 40 000 en taxation par les revenus qui viendraient de là avec seulement que 5 unités, sont allés chercher 620 000 par année pour pratiquement les mêmes services. Si on parle, par exemple, de tuyaux d'égout ou de rue, on comprend tout de suite que ça dépend de la densité qu'on va avoir dans une région donnée. Lorsqu'on est arrivé avec ce projet-là, bien entendu, il y a plusieurs organismes qui ont remarqué ce projet et ont dit « Wow, on aimerait justement reconnaître ce projet-là parce que c'est vraiment un projet, un aménagement qu'on appelle endogène ou un aménagement qui soit plus durable. » Si je vous raconte toute cette histoire-là, ce n'est pas pour vous dire « Bon, ben Charles, tu n'es pas chanceux d'avoir eu un projet comme ça. » C'est pour vous dire que cette approche-là peut être appliquée dans n'importe quelle communauté ici au Nouveau-Brunswick et ça peut fonctionner. Pour que ça fonctionne, il faut comprendre de quoi on parle. On parle, par exemple, imaginez-vous que le croquis à votre gauche représente un terrain d'environ 25-30 acres et puis vous avez le droit de bâtir 75 maisons. Vous allez bâtir, bien entendu, autour des contraintes environnementales et ce que vous allez avoir, c'est 75 maisons qui vont ressembler à ce que vous avez sur le croquis à votre gauche. Parce que ce dont on va faire la promotion, ça va être d'inclure non seulement les contraintes environnementales, plaine inondable, terre humide, mais aussi d'avoir les composantes importantes au niveau biologique, historique et culturel qui soient ajoutées à ça, qui deviennent une zone de conservation et d'avoir le même type de maison, 75 maisons, par exemple, la densité n'a pas changé, mais le design a complètement changé au niveau du site. OK? L'application de ça, on l'a fait avec le village en haut du ruisseau et on s'est retrouvé avec environ 75-76% du territoire qui est protégé, soit en contraintes environnementales ou composantes importantes. Ça représente une récupération de carbone de 1260 tonnes. On parle ici comme caractéristique de conifères du côté nord, par exemple, qui amènent moins d'exposition au vent d'hiver. On peut justifier maintenant le transport en commun et les pistes cyclables tout simplement parce qu'on a une bonne densité d'occupation du sol, plus de maisons qui ont été bâties par acre, si on pourrait dire. L'orientation des rues est-ouest, ça veut dire tout simplement que la portion principale des édifices s'oriente du côté sud. On parle d'efficience énergétique ici. Moins de routes par unité que si on avait eu seulement que 5 maisons bâties avec le même nombre de routes qu'il y aurait eu sur la propriété. L'ombrage réduit la surchauffe et la protection des vents. Et on parle aussi de distance de marche d'activité commerciale, c'est-à-dire qu'on offre d'autres modes de transport que seulement la voiture particulière. On a aussi des pistes cyclables, on a aussi des sentiers qui nous permettent d'atteindre la zone commerciale du boulevard Dieppe qui est dans le coin. Et on se retrouve avec des mesures efficientes en énergie qui soient de bâtir avec efficience ou une génération d'énergie ou propice à la marche cyclable et une plus haute densité d'unités à bâtir, de 5 unités qui étaient de façon conventionnelle, à 217 unités qui seraient bâties sur 24% de la propriété. Bien entendu, les organismes comme la Fédération canadienne des municipalités, Gulf of Maine Council, Clean 50, Top 15 Project au Canada ont démontré que ce projet-là avait besoin d'être reconnu et a reçu justement des prix. Et l'Ordre des urbanistes du Québec, pour indiquer à ces jeunes urbanistes comment bâtir de façon durable, a fait la promotion justement de cette propriété-là et parle justement du lotissement du village en haut du ruisseau comme l'exemple à suivre. OK, ça ressemble un peu à ça, c'est la photo de Google 2018. Là. Présentement, si jamais vous voulez voir ce que ça a l'air aujourd'hui, ne vous gênez pas, entrez en communication avec moi et ça me fera un plaisir de marcher le site avec vous. Là-dessus, on va arrêter. On va vous inviter pour la deuxième session à amener les gens qui seraient pertinents dans votre communauté ou dans votre organisation à assister à cette session-là. On va parler de création de collectivités abordables et du logement abordable dans votre communauté.
Période de questions, bien entendu. Et si vous êtes intéressé de poursuivre avec l'approche d'école, ne vous gênez pas, entrez en communication avec moi, ça me fera un plaisir de vous aider. Moi, j'aimerais vous remercier présentement de votre attention. Et là-dessus, je vais stop sharing. OK. J'arrête là-dessus. On revient avec les questions. Merci beaucoup, Daniel. Bonne présentation. C'est beaucoup d'informations pour absorber. Nous allons partager votre présentation d'après avec les participants. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Daniel. Bon, je vais ouvrir ça pour les questions, les commentaires. Peut-être je peux juste commencer, Eddie, si ça ne vous dérange pas. Moi, c'est juste plutôt un commentaire, c'est savoir quand est-ce Daniel peut venir faire une présentation à notre conseil. C'est plutôt ça, là. Mais entre-temps, c'est certain que moi, j'ai eu le DG à Capelé. Puis nous autres, on fait beaucoup affaire avec la Commission de services régionaux. Oui. Puis l'année prochaine, on va se fusionner avec Beaubassin S et on va devenir Cap-Acadie. Puis lorsque je sais que Daniel doit bien connaître Sébastien, Sébastien m'a mentionné que l'an prochain, on allait faire la révision du plan. Alors, c'est certain que dans la révision du plan, l'aménagement durable devrait être une grosse discussion avec le conseil. Exact. Ma question, moi, puis je vais la poser aussi à Sébastien, là, c'est est-ce que les urbanistes connaissent bien le projet que tu viens juste d'identifier? Parce que c'est certain que moi, c'est quelque chose que j'aimerais de voir sur notre terrain, sur notre territoire dans les prochaines années, là. On a beaucoup d'investisseurs qui viennent nous voir. C'est toujours l'approche traditionnelle. On bâtit sans unité, on enlève tous les arbres, on ne veut pas de parc. Alors, il faut trouver une manière de comment est-ce qu'on va sensibiliser les investisseurs, les élus. Mais ma grosse question, c'est savoir si les urbanistes de la commission sont au courant et qui vont vraiment pousser l'aménagement durable avec les nouvelles entités. Excellente question. Je devrais dire que ça dépend des urbanistes. Okay? On a plusieurs urbanistes, surtout la nouvelle génération d'urbanistes. Eux autres mettent beaucoup d'emphase sur la durabilité et cherchent des approches. Okay? Puis on leur dit souvent, ben, réinventez pas la roue, OK? Il y a des approches qui existent en durabilité qui vous permettraient justement d'atteindre les objectifs que vous aimeriez avoir. Les urbanistes qu'on a présentement au Nouveau-Brunswick qui sont au courant, par exemple, de l'approche design de collectivité durable ici dans la province. Moi, j'avais travaillé avec un monsieur qui s'appelle Randall Arendt, OK? Ce monsieur-là, c'était le gourou, parce que là, il a pris sa retraite, OK? C'était le gourou de la conservation design aux États-Unis. Et ce monsieur-là, lorsqu'il a vu que nous autres ici au Nouveau-Brunswick, on était intéressés d'amener ça dans la juridiction du Nouveau-Brunswick, on a développé un volume maintenant, je suis rendu à 939 pages dans le volume sur comment mettre en application ce concept-là pour que ça fonctionne, pour que ça soit intégré, que ce soit au niveau du plan municipal, du zonage, du lotissement, quand tu commences à construire. Okay? Vraiment, d'avoir ça, là, que demain matin, un développeur, un promoteur qui viendrait vous voir, ça serait possible pour lui de venir et d'avoir justement une approche étape par étape qui va vous dire, bon, ben ça, c'est l'étape 1, ça, c'est l'étape 2, puis là, on continue comme ça. Les urbanistes qu'on a présentement au Nouveau-Brunswick ont une idée générale, mais dans le spécifique, ils ne savent pas toujours comment le mettre en application, parce que si c'était le cas, ça fait plusieurs années que je fais la promotion de design de collectivité durable.
ben, on devrait voir ça à peu près partout dans la province. Et là, présentement, je dois dire qu'on a un exemple que oui, ça fonctionne comme ça devrait fonctionner. Il y a quelques erreurs là, avec l'exemple, là, je vais en parler justement durant la formation. On a d'autres projets que c'est certains éléments de durabilité qui ont été inclus à même des projets d'aménagement, mais on a rarement des projets qui vont dire, bon, on commence tout de suite de A à Z à prendre toute la durabilité, les mesures efficientes, tout va rentrer là-dedans pour avoir un projet entièrement intégré. C'est ça que nous autres, on essaie de faire la promotion. Réponse très longue à ta question. Non, c'est vraiment bien, mais c'est qu'aujourd'hui, je suis un petit peu déçu de voir, on est juste moi et Natacha à la formation, puis c'est pourquoi que j'ai posé la question. J'ai pensé peut-être, on est peut-être juste moi et Natacha qui connaissent pas le développement durable, c'est à cause de ça qu'on est juste ici, mais je savais que c'était pas ça qui était le cas. Il faut dire aussi, on a fait une webinaire en anglais il y a 2 jours, puis il y avait 47 participants, la plupart de Nouveau-Brunswick. Okay. On a des francophones, justement, qui vont aller au webinaire en anglais. Mais en fin de compte, on donne exactement la même information. Le but là-dedans, c'est pour une des raisons pour laquelle on enregistre justement cette session, c'est qu'on a la possibilité justement de pouvoir dire à des groupes, bon, ben, écoutez, vous n'avez pas pu assister à cette formation-là, peut-être, pour une session ou pour une autre. On a maintenant enregistré cette information-là. Écoutez ça. Et après ça, si vous êtes intéressé, on pourra continuer. Parce que la mise en œuvre, vraiment, là, moi, je veux la mettre en œuvre avec les gens du coin. Je veux que ce soit les gens du coin qui, eux autres, prennent ça et disent, on y croit, puis c'est nous autres mêmes qui va l'amener. C'est là qu'est le but. Parce que c'est certain qu'on a fait un projet pilote avec Eddie puis son groupe pour les gaz à effet de serre. Alors, c'est certain qu'on veut continuer sur la bonne piste au cours des prochaines années. Puis, on a un projet tout de suite, ça fait 1 an qu'ils nous discutent. Ils veulent aller de l'avant. C'est à peu près 100 unités qu'ils veulent construire. Okay. Mais c'est traditionnel. Puis, faut vraiment sortir out of the box puis développer quelque chose plus écologique. Mais c'est pas facile à vendre. Justement. Oh, hi. Hi, Helda. Sorry. No, I don't know why Wi-Fi suddenly off. Oh my God. So sorry about that. OK, but la formation a été enregistrée. C'est bon. Everything was recorded so far, Helda? Yes, yeah. OK, good. La raison pour laquelle je crois réellement à l'enregistrement de cette formation-là, c'est que même si on n'a pas de gens ici trop autour de la table, ça nous permet justement de dire, ben, écoutez ça, vous, conseil municipal, on va prendre, je ne sais pas moi, 45 minutes, on va écouter ça. Okay? On essaie justement de réduire à 45 minutes l'information de base. Et après ça, lorsque ça va venir le temps justement de mettre un projet en place, ben, gênez-vous pas. Entrez en communication avec les gens qui ont la capacité de vous aider. Moi, ça va me faire un plaisir. Hey, je suis prêt à te donner vraiment mon énergie pour aider les communautés à bâtir comme ça. C'est juste une question de dire, on le fait-tu ou on ne le fait pas? J'ai beau dire, le projet d'école, ça fonctionne, mais c'est vraiment vous autres, en tant que champion, que ce soit au niveau de votre communauté, qui vont vraiment vendre l'idée du concept lui-même. Moi, je ne connais pas les gens de votre communauté, vous autres, vous les connaissez. Oui, bonjour Natacha.
Allô, Daniel. Tu changes pas. Pardon? Tu changes pas. Change pas. Ah, ben, hey, tu devrais dire ça à ma femme. Ah. Non, ben, c'est ça. Moi, je participe à la formation. J'ai pas nécessairement. Je suis agent d'aménagement, là. C'est sûr que je travaille dans le zonage, l'émission des permis, ces choses-là. Oui. Mais tu te rappelles les réunions qu'on a eues avec Tracadie avant la fusion là, de la municipalité régionale, la présentation que tu avais faite justement concernant qu'est-ce que ça impliquait au niveau responsabilité, que ça représentait au niveau coût, étant donné qu'il y avait beaucoup de DSL alentour, beaucoup de routes qui n'étaient pas. Puis on a une terrible de misère à. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la péninsule, peut-être que c'est le même un petit peu partout dans la province, je ne sais pas. Mais on a de la misère à faire comprendre aux gens ces concepts-là. On a de la misère Ils sont terriblement attachés à tout ce que tu as montré tantôt, là, comme les 5 ordres, parce que je ne veux pas de voisins. C'est pas évident. Puis comme tu dis, je pense que les nouveaux urbanistes, les plus jeunes, ont plus ce concept-là de développement durable, puis d'essayer d'économiser l'énergie. C'est le fun. Je sais que nous autres, ici, à la CSR dans la péninsule, on a Benjamin qui est vraiment. Il est très moi, je bien. l'adore. Il est vraiment compétent. Puis j'aime sa vision, justement, de l'urbanisme puis de la planification, de l'aménagement. Mais c'est ça, c'est que c'est. À un moment donné, on veut éduquer, on déploie des efforts, on parle aux clients. Moi, je rencontre des clients quand j'ai l'opportunité de parler de choses comme ça, je n'en parle, mais ça passe pas. C'est difficile, tu sais, mais c'est comme tu dis, l'importante chose, c'est de commencer à quelque part pour que ça puisse finir par aboutir à quelque part. Mais les communautés rurales comme par ici ou autres places dans la province, c'est sûr que c'est pas facile. Mais moi, je vois qu'est-ce que ça pourrait apporter, puis c'est dommage que justement, comme Stéphane disait, que c'est comme les municipalités, moi, je vois tellement de personnes qui bénéficieraient de ces formations ici, autres que les gens de la commission, comme justement dans les conseils municipaux, les dirigeants de municipalités, les présidents de DSL, toutes ces personnes-là qui ont un rôle à jouer à quelque part dans le développement de nos territoires. Mais... En passant, Natacha, je pense tout haut, OK? Puis ça veut dire, prends-en comme ça vient, là. OK? Lorsque je pense tout haut, moi, je me dis, ben, OK, on a la télévision communautaire. Serait-il possible de pouvoir prendre cet enregistrement-là qu'on vient juste de faire, puis mettre ça sur la télévision communautaire pour que les gens puissent le voir? OK? D'aider les gens à comprendre, OK, quels sont les concepts dont on parle et d'avoir au moins un début de discussion. Parce que c'est certain, ça va me faire plaisir, moi, d'aller voir votre communauté et de jaser avec les gens, mais moi, je ne peux pas toujours être là. Puis, en ayant la base qui soit présentée aux gens de votre communauté, là, à partir de là, on peut dire, OK, on peut-tu monter un projet? C'est à travers un projet pilote que les gens vont voir, ah, ça fonctionne, ça commence à donner des résultats. Et les gens vont dire, ben, c'est pas rien qu'à Dieppe, ben, c'est pas rien que, il y a plusieurs gens qui m'ont dit, ah, c'est dans des zones qui sont trop urbaines, puis les gens des zones urbaines vont dire, ah, c'est dans des zones trop rurales. OK? Ben là, écoute, c'est n'importe où. Il faut vraiment avoir une approche étape par étape, et les gens veulent savoir, lorsqu'ils commencent le processus, que tu sais que la maison va être bâtie. OK? Ils ne veulent pas avoir des concepts qui sont dans les airs. Ils veulent avoir des concepts qui sont vraiment une mise en œuvre, une mise en place. Et ils veulent voir aussi les bénéfices. Nous autres, on est prêts à leur dire, oui, c'est possible d'avoir les bénéfices. Il y a un processus à suivre, une séquence à suivre. Il faut avoir la capacité de le faire, c'est-à-dire d'avoir les connaissances de le faire, et d'avoir les bonnes personnes autour de la table. Et si vous avez les bonnes personnes autour de la table,
vous êtes certain d'une chose, vous allez avoir des résultats qui vont vous surprendre. Vous allez avoir aussi des revenus qui vont vous surprendre. C'est ça, c'est dommage parce que dernièrement, nous autres, dans la région, on a un certain promoteur, il bâtit, mais c'est ça, c'est tout le temps du style conventionnel. C'est possible de lui parler à ce promoteur-là, puis lui dire, écoute, pourrais-tu écouter ça pendant 45 minutes, là, tu l'invites, tu y payes un bon repas, là, puis tu dis, écoute, serait-il possible de juste écouter ça, là, juste écouter là, le début là, de quoi on parle, là, où est-ce qu'on s'en va. Puis, s'il y a des éléments qui sont importants, parce que la prochaine session, ça va être sur le logement abordable. Je suis certain que dans votre communauté, c'est un gros problème. OK? Bon. Lorsqu'on va parler de logement abordable, serait-il possible d'en parler aussi, de comprendre, inviter ce développeur-là à faire partie de la session la prochaine? Ça va nous faire un plaisir, nous autres, de pouvoir les aider. On a présentement le fonds en fiducie sur l'environnement qui nous permet de vous parler. Ce n'est pas souvent qu'on peut faire des choses comme ça. Tous ces enregistrements seront mis sur notre site web en février, alors après la réforme. Parfait! Puis gêne-toi pas, parle à ton... je sais que Benjamin est vendu au concept à l'approche. Ce n'est pas une question de dire à Benjamin, hey, Benjamin, tu ne sais pas comment. Benjamin a une idée générale comment ça fonctionne. Quand ça arrive au détail du détail, ben là, bien entendu, tu demandes un organisme. Dans mon cas, je sais que je peux vous aider. OK, où est-ce qu'on est? C'est vraiment dans le détail du détail, comment ça va fonctionner et quelle est l'étape une après l'autre. Parce que ce qui va arriver dans toute la communauté que moi, avec lesquelles j'ai travaillé, c'est que les gens sont habitués à la mode default en anglais, le défaut. OK? Puis le défaut est souvent le lotissement qu'on appelle conventionnel. Et les gens qui ne comprennent pas comment le processus de durabilité fonctionne vont avoir tendance, à ce qu'ils ne comprennent pas la prochaine étape, de dire, on revient au mode conventionnel. C'est là où est-ce que vous avez besoin d'avoir une capacité au niveau des connaissances qui va vous permettre de dire, OK, je comprends où est-ce que tu t'en vas, mais ça, cette étape-là, ça vient après cette étape-là. OK? Puis on n'est pas encore rendu là, mais tu vas voir, le principe va arriver. Puis, c'est une question de travailler avec les gens du coin. Oui, c'est sûr, mais c'est que je pense que des fois, les municipalités, ils veulent, parce que même quand on impose ou qu'on propose plutôt, qu'on recommande certaines réglementations, ça c'est trop strict. Je veux dire, on a des dérogations, des fois, je sais que ça sort un petit peu du concept, là, mais ils permettent toujours des plus gros garages, puis des plus gros garages. Mais même si on leur dit, OK, ce n'est pas la solution là, de bâtir des garages qui ressemblent à des arénas. Là. Les municipalités, oh non, le monsieur, là, c'est un pêcheur, il a besoin de ramasser son stock, il faut qu'il y ait un garage à 100%. C'est ça, c'est pas facile, mais... Nous autres, lorsqu'on parle justement aux gens qui ont dans l'idée de vivre dans ces lotissements-là, on leur dit, écoutez, on va prendre vos objectifs et même d'avoir un garage de 100%, OK? Ça peut faire partie d'un lotissement de conservation, ça. Le problème qu'on a souvent, c'est que la localisation n'est pas au bon endroit. C'est ça. Exactement. Puis c'est là où est-ce qu'on dit, est-ce qu'on peut intégrer tout ça? Est-ce qu'on peut avoir des aménagements qui soient mixtes? L'idée en arrière de ça, c'est de dire, on va travailler avec les gens, où est-ce qu'ils sont rendus, où est-ce qu'ils veulent aller, et d'avoir une bonne définition de leurs objectifs. Puis après ça, il y a une étape par étape. Voir de quelle façon on va s'organiser. On a parlé, durant la présentation, je vous ai parlé de l'espace vert. L'espace vert est extrêmement important à déterminer sur n'importe quelle propriété et voir qu'est-ce que vous allez conserver. Ce ne devrait jamais être la dernière étape. Jamais. On commence avec l'espace vert en premier
Et là, on bâtit autour de l'espace vert. Imaginez-vous que c'est un terrain de golf, OK? On a souvent des lotissements résidentiels autour des terrains de golf. Mais alors, remplacer le terrain de golf par de l'aménagement vert ou de conservation, puis dire on va bâtir autour de la conservation. En faisant ça comme ça, vous allez avoir des résultats qui vont être absolument extraordinaires. Et la densité d'occupation du sol, on va parler durant la formation, on va parler de densité brute, le concept de densité brute. Est-ce qu'on comprend ça? J'en avais parlé justement à Tracadie. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de confusion au niveau de la densité. Les gens s'imaginent que one acre lot, OK, une maison baraque. OK. Alors, je ne veux pas interrompre, mais on est déjà 10 minutes après l'heure. Excuse-moi, Landy, là, je suis parti, là, moi. Non, c'est beau, merci beaucoup. C'est une bonne conversation. Nous allons reprendre ça la prochaine fois, là, en octobre. Ma collègue Elda va envoyer l'invitation pour vos calendriers. Et pour conclure, nous avons un petit sondage de quelques questions si vous voulez prendre un instant pour répondre. Okay. Et merci beaucoup et merci, Daniel. Ben, c'est moi qui remercie les gens ici, là, Natacha et Stéphane. Puis, gênez-vous pas d'en parler aux gens de votre coin de la prochaine session, des prochaines sessions. On va avoir l'enregistrement qui va être possible, donc ça va être possible pour eux autres de regarder ce qu'ils n'ont pas vu avant d'assister à la prochaine session qui sera le mois prochain. Okay. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci. Bien apprécié. Pas de problème. Merci. À la prochaine. Bonne journée, là. Bonne journée. Bye. Bye bye. Bon congé lundi pour ceux qui sont en congé. Ah ben oui. Je vais être en congé. Ma très chère épouse me l'a dit. Bye. Parfait. Merci. Bye. And Helda, you can end the recording. Well, everyone was very happy.